vous voyez mon écran? Oui. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, ça s'affiche, oui. OK. Bon, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Nyohor Diaw. D'abord, je vais commencer par remercier Nifro Continu de m'avoir associé à leurs activités de présentation, à savoir que ces activités jouent un rôle très important dans la formation médicale continue, des médecins en général, mais surtout des néphrologues en particulier. Donc aujourd'hui, on m'a dit de parler de l'insuffisance rénale aiguë au Sénégal, de faire un point sur l'épidémiologie, surtout sur les nouvelles publications, pour voir un peu s'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Dans cette présentation, nous allons d'abord un peu parler au niveau de l'épidémiologie au niveau mondial, puis un peu au niveau de l'Afrique, et enfin, terminer juste par le Sénégal, où on fera le point sur les publications. Donc, il faut savoir que l'une des principales obstacles à la recherche sur l'insuffisance rénale aiguë a été toujours l'absence de définition consensuelle, surtout avant 2003. Il y a une revue de la littérature que j'ai consultée qui parle de plus de 35 définitions de l'insuffisance rénale aiguë, avant 2003. Et ces définitions étaient variables, tantôt basées sur soit des critères biologiques, à savoir une simple élévation de la créate, parfois associée à des critères sur la durée ou parfois même aux besoins de dialyse. Donc, ce n'est qu'en 2003, puis en 2007, puis en 2012, que les sociétés savantes se sont assises pour mettre en place des définitions consensuelles. Mode de diapo, s'il te plaît. Comment? Comment, Bakary? Diapositive, mode diapositive. À moins que ça soit de mon côté. C'est pas mode diapositive. Non. À moins que ça soit de mon côté. Les autres, est-ce que vous voyez, est-ce que le mode diapositive s'affiche ou bien? Moi aussi, c'est pas un mode diaporama. Ce n'est pas un mode diaporama. Là, c'est pas un mode diapo. Là aussi. Alors, qu'est-ce que tu as partagé, ta fenêtre ou ton bureau? Ou l'écran complet? Bon. Il faut partager l'écran complet. Pas la fenêtre. L'écran complet. Vérifie. Bon, je vais arrêter le partage. Ah, ok, bon. Donc, alors, en fait, je n'arrive pas à... En fait, je n'arrive pas à le mettre dans l'écran complet, en fait. Si je le mets en mode fenêtre, ça s'affiche. Là, ça ne s'affiche pas en mode diaporama? Non, pas encore, Raoult. Pas encore. Là, vous avez partagé votre écran, mais réessayez pour voir si c'est en mode diapositive, diaporama.
Et là, c'est pas bon. Là, est-ce que c'est bon? Vous voyez le partage? Oui, c'est bon là. Là, c'est bon. C'est en mode diaporama. Oui, oui. OK. Bon, donc je disais que c'est à partir de 2003 donc, que les sociétés savantes se sont assises donc, pour définir l'insuffisance rénale aiguë donc, de façon consensuelle, donc, ce qui a permis d'améliorer la compréhension et le pronostic de cette pathologie, mais surtout aussi sur le plan épidémiologique, d'avoir des résultats qui étaient comparables. Donc, ainsi, la première définition, donc, elle a vu le jour en 2003 avec le groupe de travail de l'ADI, donc qui regroupe des néphrologues et des réanimateurs qui sont spécialistes en la matière, qui ont défini l'insuffisance rénale aiguë selon des critères de la CREAT et des critères de la diurèse. Donc, ils ont défini l'insuffisance rénale aiguë selon 3 stades évolutifs, risque, injury et failure, mais aussi il y avait 2 stades donc, qui définissaient plutôt la chronicité, le stade loose et le stade N, rénal difficile. Puis après, il y a eu la classification Akin. Donc, cette classification a vu le jour en 2004. Elle a éliminé l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et l'insuffisance rénale aiguë obstructive, donc pour ne retenir que l'insuffisance rénale aiguë organique. Donc, dans cette définition, le stade risque, injury et failure sont remplacés par le stade 1, 2 et 3. Les 2 stades évolutifs, à savoir le stade 12 et le stade N rénal disease, donc, ont été simplement éliminés. Donc, mais les critères de la CREAT et les critères de la diurèse ont été retenus. Par contre, au niveau des critères de la CREAT, ils ont ajouté 26 micromoles par litre donc, à la définition concernant le stade 1. Et le stade d'hypertension extra-rénale intègre directement le stade 3. Donc, ceci est expliqué ceci est lié au fait que les réanimateurs avaient constaté que même les variations minimes donc, de la CREAT donc, étaient associées à une mortalité qui était énorme, surtout chez les patients qui étaient hospitalisés donc, en réanimation. Donc, le stade 1 a permis donc, de reconnaître les formes les plus légères d'insuffisance rénale aiguë. Donc, après, il y a eu la définition CADIGO. Donc, cette définition CADIGO, c'est juste une mise à jour de la définition Akin. Donc, elle a vu le jour en 2012. Donc, elle a été juste plus précise concernant la limite temporelle en ajoutant 48 heures et 7 jours donc, concernant le stade 1. Mais en ce qui concerne le stade 2 et le stade 3, c'est la même chose, de même que les critères concernant la diurèse. Donc, l'épidémiologie de l'insuffisance rénale aiguë, elle est difficile. Donc, elle est variable selon la population étudiée, que ce soit une population générale ou même une population de patients hospitalisés. Elle est même différente au sein de ces populations même de patients hospitalisés, que ce soit en réanimation ou dans les autres services. Et on note qu'il y a une évolution épidémiologique. Donc, les premières études sur l'IRA étaient des études c'était des études de petite cohorte, mais qui étaient très bien détaillées. Maintenant, actuellement, on assiste à des études donc, de grande échelle depuis l'informatisation des systèmes, donc du système sanitaire, avec la classification internationale donc, des maladies, donc, qui permet de coder chaque pathologie, permettant ainsi d'inclure donc, un grand nombre de patients. Ainsi, donc, dans le monde, donc, la première ou la plus grande méta-analyse qui a été faite, elle a été publiée en 2013. Donc, c'est une méta-analyse qui avait pour objectif d'identifier l'incidence mondiale de l'insuffisance rénale aiguë, mais aussi sa mortalité, mais aussi surtout ses variations par rapport aux zones géographiques. Dans cette étude, ils ont inclus dans cette méta-analyse, ils ont inclus des études de 2004 et de 2012. Des hypothèses ont été émises, donc permettant juste une reclassification des définitions pour simplement les conformer à la définition donc CADIGO. Donc ainsi, ils ont utilisé 2 bases de données, Medline et Embase, où ils ont eu au total donc 414 études qui étaient éligibles. Mais sur ces 414 études, ils ont pu inclure que 154 études sur lesquelles donc, ils ont simplement redéfini l'insuffisance rénale aiguë selon simplement la classification CADIGO, faisant une population d'environ à 3 500 000. Donc, si on voit un peu concernant les caractéristiques épidémiologiques, donc les 154 études, les 130 études concernaient les adultes et les 24 études concernaient les enfants. L'âge moyen donc, pour les adultes était de 60,6 ans et celui des enfants à 4,7 ans.
on voyait que les études ont été menées donc, dans différents services. D'abord, il y a 7 études qui concernaient l'insuffisance rénale aiguë acquise en communauté. Il y a 52 études qui concernaient l'insuffisance rénale aiguë acquise à l'hôpital, mais dans les services dont le service n'était pas défini. Il y a 42 études qui concernaient l'insuffisance rénale aiguë acquise dans les milieux de chirurgie cardiaque et 41 études dans les milieux simplement de soins intensifs. Si on voit un peu ici la répartition selon la zone géographique, on voit que la majorité des études qui ont été incluses provenaient de l'Amérique, soit 70 études, puis de l'Europe, 51 études, et de l'Asie. Malheureusement, il n'y a aucune étude donc, dans le continent africain qui a été inclue au cours donc, de cette méta-analyse. Donc, on voit ici d'abord l'incidence. On voit que l'incidence globale donc, de l'IRA était de 23,2%. Et cette incidence était plus importante donc, pour le stade 1, donc à savoir 11,5%. Et on voit ici que l'incidence chez les adultes était de 21,6% et celui chez les enfants de 33,7%. Et que l'incidence était variable donc, selon la population étudiée. Par exemple, si on voit en milieu communautaire, elle était de 8,3%. Donc, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, elle était de 32,4%. Dans les services donc, de soins intensifs, elle était de 31,7%. Et dans les services de chirurgie cardiaque, elle était de 24%. Et on voit ici la mortalité. Donc, la mortalité globale était de 23%. Et on voit que cette mortalité était beaucoup plus élevée. Donc, plus le stade de l'insuffisance rénale aiguë était plus grave. Donc, avec le stade 3, donc, où on avait une mortalité qui était à 47,8%. Elle était encore plus élevée chez les patients dialysés, où elle était à 49,4%. Donc, ils ont fait une méta-régression donc, pour un peu estimer le taux donc, de l'insuffisance rénale aiguë sur les 8 ans, à savoir l'incidence, mais aussi la mortalité. Donc, ils ont noté que certes, il y a une augmentation de l'incidence, donc en utilisant cette définition CADIGO sur les 8 ans, mais il y avait aussi une baisse donc, de la mortalité. Donc, selon les conclusions de cette méta-analyse, donc ils disent, selon la définition CADIGO, un adulte hospitalisé à l'hôpital sur 5 développe une insuffisance rénale aiguë, donc un enfant sur 3 aussi développe une IRA. Il y a une augmentation de l'incidence de l'IRA donc sur les 8 ans, donc ceci est dû peut-être à la reconnaissance des formes les plus légères de l'IRA concernant le stade CADIGO 1, et aussi il y avait une baisse de la mortalité. Donc ceci peut être expliqué par probablement l'amélioration donc des techniques de prise en charge donc au cours simplement de ces années. Mais néanmoins, bon, il y avait des limites donc dans cette méta-analyse. Il n'y avait pas de données dans les pays en voie de développement. Donc il y a aussi des hypothèses qui ont été utilisées pour redéfinir donc les études pour les conformer à la définition CADIGO qui peut être source de biais. Il y avait beaucoup de patients qui étaient gravement malades, mais aussi les taux groupés n'étaient pas du tout standardisés aux périodes de risque. Après, il y a eu donc, ce rapport de l'ISN, donc néphrologie, qui a été publié en 2015, donc, qui s'appelle Zero Prevent Death by 2025, donc avec des projections en 2025. Donc, ce rapport, d'abord, c'est basé un peu sur le premier travail, mais ils ont ajouté donc d'autres études, cette fois-ci intéressant tous les continents. Donc, on voit ici, donc, l'incidence donc selon la zone géographique. On voit qu'en Afrique, l'incidence est plus importante en Afrique centrale où elle était de 23,5%. En Amérique, c'était l'Amérique du Sud où elle était à 31% et l'Amérique du Nord 22%. Dans le continent européen, c'était l'Europe du Sud, bien sûr, où elle était à 25,2% et l'Europe de l'Est. Alors que dans le continent asiatique, c'était au niveau de l'Asie du Sud-Est où donc, elle était de 31%. Donc, si on compare un peu dans ce tableau, donc les caractéristiques épidémiologiques selon tout simplement le revenu tout simplement du pays. Donc, on voit par exemple en Afrique, l'IRA concerne les sujets jeunes, donc avec une moyenne d'âge de 26 ans, alors que dans les pays développés, elle concerne les sujets âgés, donc avec un âge moyen à 63,7 ans. Et si on voit un peu la mortalité, on voit qu'elle est similaire, quel que soit tout simplement le pays. Donc en Afrique, elle est entre 34 et 44%, alors que dans les pays développés, elle est entre 14 donc, et 46%.
Après, donc, il y a eu cette méta-analyse encore qui est la plus récente, qui a été publiée en 2020. Donc, cette méta-analyse a comparé un peu donc, les taux d'incidence de l'insuffisance rénale aiguë, donc selon tout simplement le niveau socio-économique simplement des pays en se basant tout simplement sur leur PIB. Donc, au cours de cette méta-analyse également, ils ont identifié les principales étiologies donc, de l'IRA selon les pays. Et les pays qui étaient développés étaient classés en level 1 et level 2. Et on voit que dans ces pays, les étiologies sont dominées par le sepsis. On voit par les causes traumatiques, bien sûr, les chirurgies cardiaques, parfois les médicaments ou les agents néphrotoxiques. Alors que les pays, bien sûr, qui étaient classés level 2 et level 3, c'était les pays qui étaient en voie de développement, notamment les pays pauvres, c'était les pays de l'Afrique et de l'Asie et de l'Amérique latine, autant pour moi. Et on voit là-bas que les principales étiologies étaient dominées par la diarrhée, donc les complications obstétricales, les complications infectieuses, donc les médicaments traditionnels et tout. Donc, ils ont en plus fait une comparaison donc, concernant le profil de l'insuffisance rénale aiguë, donc aiguë selon simplement le type de pays. On voit ici que dans les pays développés, l'insuffisance rénale aiguë survient le plus souvent dans les unités de soins intensifs, était associée à une défaillance multiviscérale. Par contre, dans les pays, bien sûr, en voie de développement, elle survient le plus souvent en zone rurale. Elle était associée le plus souvent à la dysfonctionnement d'un seul organe. Et on voit ici que la mortalité, donc, concernant les deux, elle était similaire. Donc, et aussi que l'IRA, dans les pays développés, elle survient chez les sujets âgés, alors que dans les pays en voie de développement, elle survient chez les sujets jeunes. Elle est difficilement, donc, les mesures de prévention sont très difficiles dans les pays développés, alors que dans les pays en voie de développement, donc on peut prévenir tout simplement les formes d'insuffisance rénale aiguë. Donc en Afrique, nous avons utilisé cette méta-analyse qui a été publiée par notre cher maître, donc le professeur Abdounia, donc en 2016, où il parlait de l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë chez les sujets âgés et chez les sujets adultes, donc en Afrique subsaharienne. C'est une revue systémique. Donc on voit qu'ils avaient inclus 41 articles, dont 22 chez les enfants et 19 articles chez les adultes. Et il y avait une répartition de ces articles, donc selon tout simplement les années. Il y avait 7 articles chez les enfants, il y avait 7 articles dans la période de 1990 et 2009 et 15 articles dans la période 2010-2014. Et chez les adultes, il y avait 9 études dans la période 1990-2009 et 10 études dans la période 2010-2014. Il faut noter quand même qu'il y a eu beaucoup de papiers, bien sûr, qui avaient beaucoup de biais. Donc, c'est pourquoi il y a presque 21 papiers qui avaient une qualité faible. Et la majorité de ces études étaient des rétrospectives. L'IRA a été défini donc selon des critères biologiques. Il y a eu 2 études qui ont parlé de la prévalence de l'insuffisance rénale aiguë communautaire, donc qui était de 72,8 et 82,9%. Donc, si on voit un peu ici donc, les caractéristiques, donc on voit que si on compare relativement aux pays européens, on voit que la taille des patients et la taille des échantillons est très faible. Ça n'atteint même pas 2000. Donc, on voit aussi que l'insuffisance rénale aiguë donc survenir le plus souvent chez les sujets donc sexe masculin. Et donc la mortalité de ces études, la mortalité, donc les barres représentent simplement les enfants et les barres oranges représentent les adultes. La mortalité chez les enfants, elle est dominée par l'infection, donc 21%. Les glomérulopathies, 21%. Et la déshydratation, 11%. Alors que chez les adultes, on voit que les causes qui étaient plus fréquentes, c'est presque les mêmes. C'est l'infection, 28%. Ensuite, il y a les causes gynéco-obstétricales qui étaient donc à 16% et les causes toxiques, à 18%. Donc, si on voit un peu la mortalité, donc la mortalité, elle était très élevée. Donc, elle variait entre 37 et 40%. Donc, 37% pour les études chez les adultes, pour les études datant de moins de 2009 et de 25% donc pour les études entre 2010 et 2014, alors que chez les enfants, elle était de 40% pour les études de 1990 et 2009 et 30% pour les études de 2010 et 2014. Ils ont aussi évalué la mortalité, donc sans la dialyse, elle était plus élevée
presque elle était de 86% chez les adultes. Donc, ce qui est compréhensible. Et chez les enfants aussi, bon, elle était entre 72 et 79%. Alors qu'avec la dialyse, donc, la mortalité était beaucoup plus faible. Donc, chez les adultes, entre 27 et 32%. Et chez les enfants, elle était entre 24 donc, et 31%. Donc, au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, nous avons essayé de faire une petite revue de la littérature. Donc, nous avons consulté beaucoup de papiers sur la bibliothèque universitaire de l'UQAP, étant des mémoires et des thèses. Donc, nous avons aussi fait une petite recherche bibliographique sur Google Scholar et PubMed en utilisant comme mot-clé l'insuffisance rénale aiguë et Sénégal. Donc, on a consulté plusieurs travaux. Donc, et ces travaux ont abordé presque tous les aspects de l'insuffisance rénale aiguë. Et on va voir que la majorité de ces travaux ont été initiés par des maîtres actuellement. Et comment nous avons procédé? Donc, sur la bibliothèque universitaire, nous avons consulté 13 papiers. Donc, ces papiers étaient soit des thèses ou des mémoires. Et on a consulté aussi 13 articles qui étaient publiés. Et concernant ces articles, 5 publications concernaient les enfants et 21 publications concernaient les adultes. Et il y a eu 3 case reports. Si on voit un peu les services où ces travaux ont été menés, c'était le service de néphrologie qui venait en premier. Donc, il y a eu 13 papiers qui ont été publiés dans le service de néphrologie, suivi des services des maladies infectieuses et de la réanimation, et suivi des services de urologie. Donc, si on regarde, on a choisi d'analyser ces papiers avant 2010, et après tout simplement 2010. Avant 2010, on a travaillé sur 5 publications. Donc, après 2010, on a travaillé sur 16 publications. Donc, avant 2010, si on voit un peu les thèmes abordés, c'était principalement l'insuffisance rénale aiguë liée aux complications obstétricales, donc 2 publications. Il y a une publication qui a été faite sur l'insuffisance rénale aiguë au cours du paludisme. Il y a également 2 publications qui ont été faites sur des thèmes généraux. Et la majorité de ces études, ces 5 études étaient réalisées, simplement ont été menées à Dakar, au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec et de l'hôpital principal. Donc, ces 5 études, d'abord, la première étude, elle était publiée en 1991. Donc, c'était le bilan du centre d'hémodialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec entre 1987 et 1990. La deuxième étude, c'était la thèse de notre cher maître, le professeur Elhadji Farika, qui parlait de l'évaluation de l'insuffisance rénale aiguë à Dakar, au niveau du centre de dialyse de Alde et de principal. L'autre, c'était l'insuffisance rénale aiguë, au cours du paludisme grave au service de réanimation, qui a été publiée en 2000. Ensuite, il y a eu la thèse de notre cher maître, le professeur Ahmed Talem-Rabot, qui a parlé de la contribution à l'étude de l'IRA du postpartum, à propos de 146 cas colligés. Et la dernière étude était simplement faite, était juste parler du profil épidémiologique et la prise en charge de l'éclampsie au Sénégal, à propos de 62 cas. Donc, ça, c'est juste la première thèse, on a eu tout simplement à exploiter. Donc, ces études ont tous défini l'IRA, selon des critères biologiques et urinaires. Et la prévalence trouvée était variable. Par exemple, le professeur Ahmed Tal a trouvé une prévalence de l'insuffisance rénale aiguë du postpartum qui est estimée à 4,6%. Bien sûr. Ensuite, l'IRA secondaire à l'éclampsie, on avait une prévalence de 8%. Et notre cher Ousseynou Gueye qui a retrouvé une prévalence de 30% pour l'insuffisance rénale aiguë, secondaire au palud. Donc, on a fait une analyse groupée. L'effectif total des patients pour ces 5 études était de 296. Donc, il y avait beaucoup plus de femmes, ce qui était normal, vu qu'il y avait des études qui étaient menées chez l'insuffisance rénale aiguë du postpartum. Il y a eu une seule étude où il y avait beaucoup plus d'hommes. C'était dans le travail qui a été mené en réanimation, à savoir l'insuffisance rénale aiguë au palud, et secondaire au palud. Et on voit ici l'âge moyen, c'était des patients qui étaient relativement jeunes, ce qu'on a retrouvé dans la littérature, qui étaient âgés entre 24 ans et 37,5 ans. Et si on voit un peu les étiologies, on a regroupé toutes les étiologies, on a regroupé toutes les études pour simplement
ressortir les étiologies, on voit que 86,5% des étiologies sont dominées par les causes, les complications obstétricales. Ensuite, les complications infectieuses, si on associe les infections au palud, donc on aura 10%. Après, c'est la déshydratation qui concerne 0,9%. Et après les 2,5%, donc, étaient tout simplement les autres étiologies. Donc, les complications obstétricales, ça, c'était le premier travail donc, qui a été fait entre 1987 et 1990. Ici, on voit que parmi les complications obstétricales, c'est l'hématome rétroparacentaire qui a été retrouvé dans 46,2%, donc, et l'hémorragie de la délivrance dans 28,5%. Et concernant le travail de notre cher maître, le professeur Ahmedal, on voit que c'est le couple pré-éclampsie HRP qui éteint les principales étiologies donc, de l'insuffisance rénale aiguë, donc aiguë du postpartum. On a aussi analysé la mortalité. Donc, on a représenté sur ce graphique la mortalité donc, selon les étiologies. Donc, les lettres qui sont en bas sont simplement les initiales de ceux qui ont fait l'étude. On voit la mortalité, donc, elle varie donc, entre 1,6%, donc, qui était l'étude faite l'IRA secondaire à la pré-éclampsie, et 32%, donc, concernant simplement le premier travail, c'est-à-dire le bilan d'évaluation du centre de dialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec entre 1987 et 2010. Notre cher maître, le professeur Farka, avait retrouvé une mortalité qui était beaucoup plus élevée, donc à 36,6%. Donc, après avoir fait cette première analyse, donc nous allons maintenant analyser les publications qui ont été faites donc, après 2010. Donc, ça, c'est une échelle temporelle. Donc, on va essayer tout simplement de reproduire donc, les travaux qui ont été faits simplement dans le temps. D'abord, il y a le travail sur l'insuffisance rénale aiguë secondaire au palud grave a été fait entre 2011 donc, et 2014. Puis, il y a eu 3 travaux qui ont été faits sur l'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Donc, à l'UQAT, donc au niveau du service de réanimation de Ziguinchor et au niveau et à Saint-Louis. Donc, ensuite, il y a eu l'insuffisance rénale aiguë, donc obstructive, donc qui a été faite à l'UQAT donc en 2016, puis à Saint-Louis entre 2018 et 2020. Donc, puis l'insuffisance rénale aiguë du sujet âgé, donc à l'UQAT donc entre 2011 et 2015, puis donc à Saint-Louis donc entre 2015 et 2016. Il y a aussi l'insuffisance rénale aiguë communautaire qui a été publiée par notre cher maître, le docteur Aminata Ndiaye, donc au Sénégal oriental, qui a été faite entre 2016 et 2017. Il y a l'insuffisance rénale aiguë secondaire au rhabdomyolyse. Et on voit ici que la dernière publication qu'on a consultée, c'était l'insuffisance rénale aiguë secondaire seulement au dérivé de la platine, qui est une thèse donc, qui a été publiée à l'hôpital d'Aladiam en 2022. On voit ici que presque tous les aspects donc, de l'insuffisance rénale aiguë donc, ont été abordés donc, après 2010. Donc, si on fait une petite récapitulative, on voit qu'il y a eu 2 études qui ont parlé de l'insuffisance rénale aiguë secondaire aux complications obstétricales. Une étude qui a parlé de l'insuffisance rénale aiguë secondaire au palud et une secondaire à la rhabdomyolyse. Donc, 2 publications ou 2 études sur l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Une sur l'insuffisance rénale aiguë, donc secondaire simplement aux complications, notamment à la chimiothérapie. Ensuite, il y a des études qui ont été faites chez le sujet âgé. Donc, il y a 2 publications qui concernent les sujets âgés et 10 publications qui concernent les sujets âgés. Et si on voit un peu la zone géographique, les 7 études ont été menées à Dakar. Donc, Saint-Louis, il y a eu 2 études, Ziguinchor 1, Thiès, une étude, donc Tamba et Fatick, une étude chacune. Donc, si on voit un peu les effectifs, donc, de toutes les études qu'on a prises, on voit que l'étude qui a été faite à Saint-Louis en 2018, donc sur l'IRA du postpartum, avait beaucoup plus de patients, soit 257 donc, patients. Puis l'insuffisance rénale aiguë communautaire qui a été faite simplement au Sénégal oriental à Fatick, on retrouvait 76 patients. L'insuffisance rénale au cours de la rhabdomyolyse, donc on retrouvait 75 patients. Donc l'IRA simplement du sujet âgé en réanimation, on avait une 60aine de patients. Et l'insuffisance rénale aiguë obstructive, on avait tout simplement 33, donc 33 patients. On voit que bon, c'est vraiment une petite échantillon. Si on fait la somme, on est aux alentours de 675 patients. Donc, on peut dire que la prévalence, après avoir consulté les études, qu'elle est variable. Donc, déjà, la prévalence de l'IRA chez les patients dialysés en situation d'urgence, selon les études, variait entre 32 et 38%. L'insuffisance rénale aiguë du postpartum, donc la prévalence était entre 9,27 et 13,54%.
Chez l'IRA, chez le sujet âgé, la prévalence variait entre 4,08 et 10,34%, alors que l'IRA au cours de la rhabdomyolyse, donc la prévalence était estimée à 40%. Donc, si on maintenant selon simplement la topographie, donc il y a 4 études qui ont classé donc la prévalence de l'IRA selon la topographie. Donc, cette étude, donc, elle était, c'est l'IRA chez le sujet âgé, donc qui a été menée à Saint-Louis. On voit qu'il avait retrouvé beaucoup plus d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, 60%, suivi de l'insuffisance rénale aiguë obstructive, 28%, et de l'insuffisance rénale aiguë organique dans 11%. C'est presque les mêmes estimations qui ont été retrouvées sur l'étude qui a été menée aussi chez le sujet âgé à Dakar, avec l'IRA fonctionnel dans 45%, obstructif dans 37%, organique dans 17%. Donc, c'est ce qu'on retrouve simplement dans tous les cours, par exemple, chez le sujet âgé, on retrouve qu'il y a une prédominance simplement de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, puis suivi de l'IRA obstructif. Alors, bon, si on voit un peu l'étude qui a été faite donc, sur l'IRA communautaire par Dr Amina Tanja, au Sénégal oriental, on voit qu'ici aussi, on avait retrouvé essentiellement l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle dans 50% des cas. Donc, mais cette fois-ci, on a l'insuffisance rénale aiguë organique qui vient en deuxième position dans 41%, puis l'insuffisance rénale aiguë obstructive qui vient dans 9%. Donc, ici, donc, on a simplement l'âge moyen de tous les patients. Donc, on voit ici que les études sur l'IRA chez le sujet âgé, donc, et l'IRA obstructive, on voit que ça concerne des patients âgés. Donc, par exemple, si on voit les deux IRA obstructifs, c'est les deux premières études, c'est entre 52 et 59 ans, alors que l'IRA chez le sujet âgé, les âges moyens, c'était entre 70 et 70,9 et 70,31 ans. Et les études qui ont été faites, bien sûr, en réanimation, surtout chez les femmes avec des complications obstétricales, c'était des patients qui étaient relativement jeunes. Et l'IRA communautaire, on retrouvait un âge moyen donc, de 40,5 ans. Donc, ici, on a simplement fait le cumul de toutes les études qui ont parlé sur l'IRA obstructive, donc pour essayer simplement de classer les causes selon simplement la topographie de l'IRA. Et on voit ici que l'IRA obstructive, les étiologies sont dominées par les pathologies prostatiques dans 55,17% des causes. Et dans ces 55,17%, les 40,9% sont dominés par l'hypertrophie bénigne de la prostate. Puis, on a simplement les lithiases obstructives qui viennent dans 15,51% des cas, les pathologies vésicales dans 12,6% des cas. Ensuite, les autres causes, notamment les fibroses rétropéritonéales, les métastases des néoplasies, donc qui viennent dans 8,62%. En ce qui concerne l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle organique, donc nous avons exploité donc 519 donc on a travaillé sur un effectif de 519 patients. Donc, on les a classés donc, en cause gynéco-obstétricale, en cause médicale, en cause chirurgicale et autres causes. On voit ici que les causes gynéco-obstétricales gardent leur place, donc, mais quand même avec un pourcentage qui est moins important que par rapport aux publications qui ont été faites avant 2010, à savoir 57,99%. Puis, on a les causes médicales qui viennent dans 32,56%, les causes chirurgicales dans 4,81% et les autres causes donc dans 4,62%. Et dans les causes obstétricales, donc on voit que c'est toujours le couple pré-éclampsie, HRP, donc qui sont les principales étiologies, par exemple sur cette thèse qui a été faite à Saint-Louis, on voit que plus de 70%, plus de 80%, c'est les mêmes étiologies. Dans ce travail aussi qui a été fait à Ziguinchor, on voit que la majorité, donc 74,1% des étiologies donc, sont dominées par la pré-éclampsie, puis suivi de l'éclampsie et de l'HRP. Donc, si on prend les causes médicales, on voit ici que parmi les causes médicales, donc c'est les complications infectieuses de la septicémie qui représentent 41,44% des causes, suivi des déshydratations, 33,5% des causes. Après, on a le paludisme donc, qui vient dans 15,78%. Et tout simplement les causes toxiques, donc toxiques dans 11,84% des cas. Donc, on a décidé ici simplement de rechercher les causes donc, de l'IRA communautaire. Il y a une seule étude sur l'IRA communautaire qui a été faite. Donc, on a retrouvé que dans cette IRA communautaire, c'était l'IRA du postpartum qui a été retrouvé dans 56%, avec la pré-éclampsie comme principale étiologie.
Ensuite, dans cette étude, l'infection est associée à l'IRA dans 67% des cas. Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, surtout par la déshydratation, concernait 21,33% des patients. Et cette IRA communautaire, elle a été menée dans les services de SAU, 32,8%, la maternité, 52,6%, des services du service de réanimation, mais aussi du service de médecine interne, 1,3% des cas. Maintenant, en ce qui concerne les causes chirurgicales, donc ils représentent 4,8, presque 9%, donc c'est dominé par les polytonies, donc les occlusions intestinales aiguës, etc. Et concernant la mortalité, donc ici on a simplement mis sur ce tableau la mortalité donc, de toutes les études qu'on a consultées. On voit que la mortalité était beaucoup plus importante chez les l'insuffisance rénale aiguë au cours de la rhabdomyolyse, 15%. Donc, ce qui pouvait être expliqué parce que c'était des patients qui étaient très graves, donc la majorité étaient des polytraumatisés, donc qui pouvaient expliquer cette lourde mortalité. Ensuite, on a vu que l'insuffisance rénale aiguë postpartum qui a été menée à Saint-Louis, la mortalité aussi était énorme, malgré le fait qu'elle soit menée entre 2018 et 2019, on voit qu'elle était à 61,9%. Puis, dans le service de réa de Dakar, elle était à 50%. Donc, les services de réa, bon, on comprend le plus souvent, on a des patients qui sont graves, donc qui sont hospitalisés dans ce service, qui ont des défaillances multiviscérales, ce qui peut expliquer leur taux de mortalité énorme. Mais dans l'IRA communautaire, donc c'est la dernière étude, on voit que bon, la mortalité n'était pas énorme, elle était à 15,78%. Et les principales causes de décès, c'était les complications infectieuses, donc les complications hémorragiques, les complications obstétricales et la défaillance multiviscérale. Comme le montrent donc ces études, donc ça, c'est la publication, c'est l'étude qui a été faite dans le service de réanimation de Dakar. On voit que le choc septique était la principale cause de décès, suivi de l'OAP, bon, de l'hyperkaliémie, de la défaillance multiviscérale. Dans l'examen aigu du postpartum qui a été réalisé à Ziguinchor, on voit que c'est le choc septique aussi qui est la principale cause donc, de décès, suivi tout simplement du syndrome de stress respiratoire, de l'hyperkaliémie et des chocs hémorragiques. Alors, l'IRA au cours de la rhabdomyolyse, on voit que la principale cause de décès, c'était le choc hémorragique dans 20,8%, bien sûr, suivi bien sûr du polytrauma dans 15,7%, aussi de l'instabilité hémodynamique, du choc septique et de l'hyperkaliémie. Et les facteurs qui étaient associés à la mortalité, donc on a vu dans ces études, c'était l'altération de la conscience, bien sûr, des valeurs élevées donc de la créate, le stade 3, donc 3 Cadigo, ensuite le choc septique. Et en plus, on a trouvé une mortalité qui était beaucoup plus importante donc, chez les sujets âgés, mais il y a aucune étude donc, qui a mis en évidence une différence qui était statistiquement donc, significative. Alors, donc, chez les enfants, on a eu donc 5 publications. Donc, c'est des publications bon, qui sont en majorité réalisées par nos deux chers maîtres, donc le professeur Younoussa Keita et le professeur Ndongo. Donc, il y a d'abord une première étude, donc c'est une thèse qui parle de contribution à l'étude de l'insuffisance rénale aiguë, donc à propos de 50 cas colligés sur 6 ans entre 2008 et 2013. Il y a également une étude qui parle de pratique de la dialyse chez les enfants à l'hôpital Aristide Le Dantec entre 2008 et 2022. Il y a une étude qui parle de l'IRA néonatale à propos de 69 cas, donc à Albert Royer à Dantec. Il y a également l'IRA au cours du paludisme et les néphropathies donc liées au Plasmodium falciparum. Donc, on voit que la prévalence, par exemple, en ce qui concerne l'insuffisance hospitalière de l'enfant, donc il y a une prévalence hospitalière qui estime que l'IRA est à 0,41%. Mais pour l'insuffisance aiguë néonatale, elle est estimée à 8,9%. L'IRA secondaire au palud, elle est très élevée entre 41 à 51,7%. Et l'IRA, bien sûr, en situation de dialyse, elle est estimée à 59,17%. Et l'âge moyen des patients selon les études, par exemple, l'IRA néonatal, l'âge moyen était de 15,5 jours. Bon, l'IRA chez l'enfant, on n'a pas retrouvé quand même l'âge moyen dans la publication. Et l'IRA au cours du palud était entre 7,9 et 97 mois. Et la mortalité, donc, elle était très élevée, surtout, bien sûr, en dialyse. Elle était de 55%. Ensuite, l'IRA néonatal était de 22,1%. L'insuffisance et l'enfant était de 34%. Elle était plus faible au cours de la dialyse, variant au cours du palud, variant 4,2 et 12,6%. Et les facteurs de mortalité qui ont été retrouvés dans l'étude, c'était les déshydratations, l'anémie, la thrombopénie, mais aussi la murie et l'OAP. Et les étiologies, donc chez les enfants, on a retrouvé que c'était les GNA
infectieuses essentiellement lues dans 50%, suivies de la déshydratation. Parmi les causes obstétricales, c'était les reflux vésico-urétraux, mais les causes étaient aussi indéterminées dans 20% des cas. Alors que chez l'IRA néonatal, c'est essentiellement la déshydratation suivie de l'infection, mais aussi de l'asphyxie, 11%. Donc, en conclusion, donc, nous pouvons dire que l'épidémiologie, bien sûr, de l'influenza aiguë au Sénégal, elle est variable donc, selon les populations étudiées. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, mais avec des petits effectifs, et il y a beaucoup de biais donc, dans ces travaux. Il y a un manque d'informations. Donc, l'intérêt vraiment, c'est d'élargir les études. Donc, pour élargir les études, il faut qu'on ait tout simplement accès qu'on ait un bon système d'information sanitaire qui n'existe pas dans nos pays, permettant d'utiliser la classification internationale des maladies, ce qui nous permettra d'avoir tout simplement, de pouvoir coder donc toutes les pathologies, surtout l'IRA, nous permettra d'avoir simplement une prévalence qui sera beaucoup plus élevée. Donc, et la majorité des études donc, parlent de l'IRA secondaire aux complications obstétricales. Et la prévalence, elle est variable, donc comme on l'a dit, selon la population étudiée, mais aussi selon le contexte. Et concernant les étiologies, donc les causes gynécologiques gardent leur place, mais aussi il faut savoir que les causes infectieuses aussi vont occuper une place très importante, surtout dans les causes médicales. Donc médicales. La mortalité, elle est énorme, donc malgré, bien sûr, l'existence des moyens de prise en charge, notamment des moyens d'épuration extra-rénale, elles ont été très bien identifiées dans certaines études. Donc, elles ont été identifiées dans beaucoup d'études. Donc la maîtrise de ces facteurs permettra tout simplement de baisser cette mortalité. Donc, merci donc, de votre attention. Okay. Merci bien, Dr. Aou. Donc, pour la qualité de la présentation et sa clarté également. Un sujet très vaste, l'insuffisance rénale aiguë, surtout lorsqu'on parle de revisiter l'épidémiologie en tant que telle. Et votre conclusion en atteste devant cette diversité et cette variabilité des prévalences d'une étude à une autre, également des différentes complications dont expose l'insuffisance rénale aiguë. Peut-être sans trop monopoliser la parole, on va éventuellement ouvrir la discussion. Donc, si parmi l'assistance, s'il y a des collègues ou bien parmi nos chers maîtres, ceux qui voudraient apporter leur contribution, ou bien s'il y a éventuellement des questions, des éclaircissements. Donc, la parole est éventuellement à ceux qui voudraient la prendre. Allô, docteur Nyokhor. Oui, cher maître Nyahalen. Je voudrais un peu d'abord féliciter Ao pour cette très belle revue. Vraiment, vous avez fait un tour d'horizon sur tout ce qui a été fait sur l'insuffisance rénale aiguë. Bien vrai qu'il y a beaucoup de biais, mais cette revue nous permet de revoir quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qu'actuellement, on a une certaine transition qui est en train de se dérouler et il faudrait peut-être qu'on se prépare à mieux appréhender et à prendre en charge les patients. Puisque quand on parlait initialement d'après la revue et bien sûr de ce qu'on a vécu et ce qu'on a connu, l'insuffisance rénale aiguë, c'était vraiment chez la femme. Parce que dans les études antérieures, c'était un événement du postpartum. Et d'ailleurs, c'était présenté comme
que l'insuffisance rénale aiguë du postpartum était la première cause de nécrose tubulaire. Voilà, ça a été vraiment dit. Et quand on consultait la littérature occidentale européenne, on se rendait compte que c'était plutôt les complications qui étaient associées à des pertes digestives, à des complications liées aux médicaments, à des complications associées aux événements paranéoplasiques. Et là, actuellement, c'est ce qui est en train de nous arriver, hein, parce qu'on a une population qui est en train de changer, qui est en train de prendre de l'âge. On a également une population qui est en train d'être plus au courant des faits et de venir très tôt à l'hôpital, et on pose très tôt les diagnostics et on prend en compte beaucoup de ces choses. Et même les insuffisances rénales Cadigo 1, on avait à un moment donné l'impression que voilà, ça ne venait pas, mais là, on se rend compte que ça change. Ce qu'il faut souligner, c'est peut-être ça, parce que je discutais récemment avec un collègue hématologue qui se réjouissait qu'il y avait une nouvelle molécule dans le traitement des hémopathies qui commençait à être disponible pour les hématologues du Sénégal. Et la chose que je lui ai dit, est-ce que vous avez préparé les néphrologues, les cardiologues à prendre en charge les effets secondaires de ces nouvelles molécules? Donc finalement, ce n'est plus une question de palud seulement. On sait prendre en charge l'insuffisance rénale aiguë associée au paludisme. On sait prendre en charge une femme qui a une IA du postpartum. Mais il y a également d'autres pathologies qui vont venir et il faudra qu'on les identifie très tôt et qu'on prévoit le retentissement rénal à type d'insuffisance rénale aiguë. Donc, l'autre élément important, c'est l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Je pense que c'est un gros problème entre le néphrologue et l'urologue. Mais de mon point de vue, quand on parle d'insuffisance rénale aiguë obstructive, dès qu'on parle d'insuffisance rénale en soi, c'est de la néphrologie. Donc, ça, il faut qu'on soit un peu plus proactif parce qu'on a des patients âgés, des patients qui ont des hypertrophies de la prostate, des néoplasies, il y a des cancers du col. Donc, il faudrait qu'on revoie cette épidémiologie et qu'on puisse très tôt établir les rôles de chacun. Donc, en tout cas, Ao, je te félicite pour ce que tu viens de faire et qui vient de démontrer, nous également, ce qu'on constate tous les jours depuis qu'on grandit dans cette spécialité. Et ce sera vraiment l'occasion de discuter ensemble de ça et de peut-être définir des groupes de travail dans ce domaine parce qu'on en a vraiment besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, Dr. Niakhalen, pour aussi ces contributions quand même très pertinentes qui contribuent à améliorer la présentation. Donc, si éventuellement il y a d'autres collègues dans l'assistance qui voudraient également prendre la parole. Puis, Bakary. Bien, c'est professeur Maria, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Niokor. Merci Ao pour cette présentation. Vraiment, toutes nos félicitations. Donc, c'est une très, très belle présentation. En fait, moi, la question que je pose toujours, c'est que on se dit que peut-être qu'il y a une modification des causes d'insuffisance rénale ici, comme tu l'as dit. Au début, la plupart des études étaient faites à Dakar. Mais maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les régions, l'insuffisance rénale aiguë du postpartum reste obstétricale, je veux dire, reste toujours la première cause d'insuffisance rénale aiguë, malgré qu'il y a d'autres causes qui apparaissent. Donc, mais nous qui exerçons à Dakar, nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'insuffisance rénale aiguë du postpartum. Si on en voit une, c'est presque tous les 3 voire 6 mois qu'on les voit, alors qu'avant, c'était chaque semaine, il y en avait une insuffisance rénale. En tout cas, quand je faisais l'internat, on ne passait pas une semaine sans voir. Peut-être c'est à cause de la décentralisation de la dialyse qui fait qu'à Dakar, on ne reçoit plus les malades qui ont une insuffisance rénale aiguë. Maintenant, ce qui est important également de faire, c'est peut-être une étude
étude à l'échelle nationale. Tous les services de néphrologie qui se trouvent dans les régions et à Dakar, qu'on puisse refaire une étude globale pour voir réellement, actuellement, qui prend quoi dans l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale obstructive plutôt, je pense que Niakhalen en a parlé, mais ça, je pense que c'est un peu compliqué. Bon, nous, en tant que néphrologue, notre position plutôt, c'est de prendre en charge les complications, de dialyser quand il le faut, mais le traitement, surtout parce qu'on sait que l'insuffisance rénale aiguë, il faut traiter la cause pour que ça puisse... Et puis, c'est un traitement symptomatique qu'on fait le plus souvent, le temps que les reins récupèrent. Maintenant, tant qu'on n'a pas encore fait cette prise en charge, je pense que ça risque d'être compliqué. Et la plupart des insuffisances rénales aiguës obstructives, la prise en charge se fait entre urologues. Maintenant, le problème, c'est en néphro, en neuro, finalement, le malade passe en chronicité et c'est malheureux. Donc, ce sont les contributions que je voulais faire. En tout cas, félicitations pour cette belle présentation. Merci. Merci bien, professeur Maria, pour aussi cette contribution qui est d'une pertinence remarquable. S'il y a d'autres collègues pour les contributions, éventuellement des questions aussi pour nos jeunes les DS. Docteur Nyohor. Oui. Je voulais juste rebondir sur la contribution de Dr Maria. Donc, elle a parfaitement raison. Par exemple, si on avait analysé uniquement les études qui étaient faites à Dakar, c'est sûr qu'on n'allait pas retrouver comme principale étiologie dans les insuffisants aigus du postpartum. On allait se retrouver avec des causes médicales, quoi. Donc, ça, elle a parfaitement raison. Donc, il y a l'IRA du postpartum quand même qui existe peut-être dans les régions. Donc, pourquoi? Donc, on sait tous que peut-être les régions, bon, par rapport à Dakar, bon, ils ne sont sur le plan personnel et tout, donc ils sont moins équipés. Donc, ça, c'est un. Mais aussi, il y a autre chose, quoi. C'est juste un constat. Donc, nous tous, quand on était internes, on avait constaté presque que tous les IRA, on ne les hospitalisait pas en IFO. Donc, tous les IRA sont presque hospitalisés dans les autres services. Soit c'est la médecine interne, surtout quand on faisait les consultations aux urgences et tout, on voit que la majorité des IRA secondaires à des déshydratations et tout n'étaient pas hospitalisés donc en néphro. Et tous ces patients-là, donc si on veut évaluer l'insuffisance réelle de l'IRA, donc ces patients normalement devaient être inclus. Mais malheureusement, on ne peut pas les inclure dans les études parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc imagine si on avait vraiment un système d'information sanitaire avec simplement un cordon pour tous les pathologies, c'est sûr qu'on pourrait inclure tous ces patients. Et là, donc l'épidémiologie, donc c'est sûr qu'elle allait changer. Donc ce ne sera pas les complications obstétricales, mais c'est sûr que ce sera soit les complications, dont la déshydratation, ou bien soit les complications infectieuses. Quoi. Okay. Okay. Merci, Dr. Alba. Est-ce qu'il y aurait d'autres intervenants? Oui, cher maître, Dr. Bakary, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nyohor. Merci à également. C'était vraiment excellent. Hein, je pense qu'on a beaucoup appris, surtout moi, je ne connaissais pas toutes ces études, hein, honnêtement, toutes ces thèses qui ont été faites dans ce sens, sur ce thème. Et finalement, on se retrouve avec pas mal de papiers au final. Mais première question, tu es où? Ton ordinateur, c'est 19h03. Moi, je suis à 18h. À Dara. Ah, Dara, donc vous êtes en avance, ok. Je savais pas. Non, pas en avance. En fait, c'est vrai que je n'ai pas encore réinitialisé le truc, quoi. C'est comme si c'était ok, bon, d'accord. Finalement, je rebondis un peu sur ce que Prof. Maria disait, c'est que nous, on a cette impression toujours qu'il y a une nette transition épidémiologique sur concernant l'insuffisance rénale aiguë. Finalement, c'est plus les sepsis, parce qu'on voit de moins peut-être les toxiques, hein, avec tout ce qui est dans le toxique, bien sûr, et moins les causes obstétricales.
Pourquoi? Avec toutes les raisons que tu as dit, qu'elle a dit également. Mais finalement, avec ce tour d'horizon, enfin, ce qui ressort, c'est toujours les corps obstétricales, même si peut-être avec un moins fort pourcentage, bien sûr, en ces dernières années. Mais je me demande, est-ce que c'est pas peut-être la méthode de calcul? Est-ce que c'est pas effet étude? Je sais pas honnêtement comment tu as fait les calculs, hein, mais est-ce que tu te dis pas peut-être que les causes obstétricales sont toujours là, parce que finalement, il y a plus d'études qui ont été faites chez les patients en postpartum, et que voilà, quand tu regardes l'effectif global, on va dire près de 50%, c'était des études qui étaient faites en milieu obstétrical. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui garde toujours les causes obstétricales en tête, même s'il y a une réduction? Je me demande si on le regardait en termes de valeur relative, est-ce que voilà, les causes obstétricales aujourd'hui resteraient toujours en tête de file? Ça, c'est une interrogation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai toujours par rapport à cette épidémiologie. Encore une fois, franchement, chapeau, quoi. Merci, Dr Bakary. Je vais peut-être intervenir un peu dans cette même lancée. Effectivement, je pense que tout un chacun dans son lieu d'exercice peut un peu faire la corrélation entre l'épidémiologie de l'insuffisance rénale aiguë par rapport à ce qui est décrit dans la littérature, éventuellement par rapport à là où les études se sont plus centrées. Même si on compare aussi récemment, il y a aussi notre collègue Dr Babacar Ndiaye qui a fait l'étude sur hémodialyse dans un contexte d'urgence dans les 3 centres d'hémodialyse de la région de Diourbel. Là-bas aussi, on s'était rendu compte qu'effectivement, souvent, c'est l'insuffisance rénale du postpartum qui était la première cause d'insuffisance rénale aiguë qui amenait le malade à être dialysé. Moi, je pense que c'est éventuellement le fait que parfois, l'IRA du postpartum étant le plus pourvoyeur d'indications à la dialyse qui fait que les études sont plus centrées dans ce sens et qu'on pense que c'est le plus fréquent. Mais j'avoue quand même qu'avec mon expérience ici à Kolda, parfois même le fait que le docteur Aoubala a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de malades qui font des insuffisances rénales aiguës que parfois même le néphrologue ne voit pas. Parce que si je fais l'expérience entre les avis dans les services d'accueil des urgences et parfois en médecine, parfois on est un peu tenté de dire que si toute insuffisance rénale aiguë était confiée au néphrologue, j'avoue que le néphrologue qui est le seul dans la région aurait du mal même à s'occuper de ses propres malades néphro purement. Donc, juste pour dire que si éventuellement les études comme c'est centré dans l'insuffisance rénale aiguë du postpartum, qui le plus souvent amène le plus à dialyser les malades comparé aux autres qui parfois sont gérés médicalement jusqu'à ne pas avoir nécessité la dialyse, si on faisait les mêmes études dans ce sens, peut-être on se serait rendu compte que l'épidémie, nous sommes un peu en transition épidémiologique. Et la chose aussi qui doit nous interpeller davantage, souvent la mortalité parmi ces insuffisance rénale aiguës qui ont besoin d'être dialysées, on se rend compte que quand même il y a une part non négligeable de sepsis qui parfois est une cause de comorbidité et qui fait que la majeure partie de ces malades-là, qui le plus souvent qu'on intrigue insuffisance rénale aiguë multifactorielle, le plus souvent, c'est les autres complications qui les emportent. Donc, je pense que cette session de néphrocontinue vient un peu en son heure en parlant de l'épidémiologie revisitée de l'IRA, mais il me semble que nous devons aller au-delà de cet aspect d'épidémiologie revisitée, peut-être dans des études plus étendues en impliquant éventuellement nos autres collègues, éventuellement les médecins généralistes et également les services d'accueil des urgences. Si nous essayons de faire l'évaluation de l'insuffisance rénale aiguë en tant que telle dans ce sens, nous nous rendrions compte qu'éventuellement, comme on l'a dit, la transition épidémiologique est effectivement à son heure et peut-être ça nous permettrait d'avoir une autre attitude de la gestion de l'insuffisance rénale aiguë en tant que telle.
peut-être le docteur Aouba par rapport aux interpellations de docteur Bakary, si vous avez éventuellement des choses à ajouter dans ce sens-là. Merci beaucoup, docteur Nior. Je pense que l'interpellation de docteur Bakary est très pertinente. Donc, comme il l'a dit, en lien analytique du postpartum, elle est plus fréquente parce que les études en sens sont beaucoup plus nombreuses, hein, mais aussi les effectifs aussi sont beaucoup plus nombreuses. Mais comme tu l'as dit, donc nous, dans nos pratiques, il y a beaucoup d'IRA qui nous échappent. Ça, il faut qu'on le dise, quoi. Il y en a beaucoup, même beaucoup. Quand on était à Dakar, comme je l'ai dit, dans les services des urgences, quand on faisait des constatations, presque tous les IRA qu'on voyait, soit on ne les hospitalisait pas, hein, soit si on doit les hospitaliser, le plus souvent, c'est en médecine interne qu'on les hospitalise. Donc, même chez nous aussi, dans les régions, c'est la même chose. Mais quand même, il faut voir juste les études qui ont été faites en région concernant l'IRA du postpartum. C'est quand même des effectifs qui sont énormes, quoi. Et si on voit un peu la prévalence de l'IRA du postpartum, elle est vraiment importante. Donc, l'IRA du postpartum, c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité qui est là. Donc, il ne faut pas donc qu'on l'omette, même s'il y a d'autres étiologies qui commencent à émerger. Moi, je pense que si on avait une vision donc, sur tous les IRA, donc, qu'on reçoit et tout, c'est sûr que là, et qu'on fasse une analyse épidémiologique, c'est sûr qu'on n'allait pas se retrouver avec l'IRA du postpartum comme principale étiologie. Parce que c'est sûr, c'est les complications infectieuses ou la déshydratation qui sont les principales causes. Mais avec les données actuelles de la littérature, selon les thèses et les mémoires qui ont été faites et qui sont disponibles, là, on retrouve l'IRA du postpartum. Donc, on ne peut que se fier à ça. Mais là, peut-être c'est peut-être le moment de faire des études donc multicentrique, donc intégrer beaucoup de services, ne pas se limiter uniquement aux services de néphrologie ou de réa, donc pour pouvoir au moins se pister donc ces autres insuffisance rénale aiguë. Donc, comme ça, peut-être l'épidémiologie pourra changer, quoi. Mais sur le plan scientifique, c'est les données qui sont là, sur les exploitations des thèses que j'ai faites, donc c'est l'IRA du postpartum qui reste comme principale étiologie. Merci. Merci, docteur Ao. Peut-être nos chers maîtres, s'il y a éventuellement des interventions dans ce sens, avant peut-être de passer la parole. Docteur Ao? Oui. Je pense que vous avez fait quand même un excellent travail. Là, même ça se voit que quand même les interventions sont un peu limitées. Vous nous avez donc permis, à l'occasion de cette session continue, de néphro continue, de revisiter l'épidémiologie de l'IRA au Sénégal, en nous rappelant éventuellement l'antériorité sur les multitudes de définitions qui étaient données à l'insuffisance rénale aiguë, et éventuellement le plus important dans nos contextes, peut-être en tenant compte de la durée de nos patients et éventuellement de la cinétique de la créatinine, qui nous permettrait de mieux appréhender beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë, parfois quand même qui sont frustres, qui passent un peu inaperçus dans nos contextes d'hospitalisation. Merci pour cet effort de recherche bibliographique. Merci pour la contribution à cette session. Donc, étant donné qu'il n'y a plus d'intervention, nous allons donc clôturer la session et éventuellement remercier le comité scientifique et nous donner peut-être rendez-vous prochainement dans une autre session. Et toutes nos félicitations au Dr Maud Aouba pour la clarté de l'exposé et éventuellement sa pertinence. Merci à tout un chacun et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.